Bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle soirée d'info. On est retrouvé avec Calarichi pour une nouvelle émission. Comme d'habitude, je suis accompagné de 4 chroniqueurs. Je vais commencer à ma droite avec Olivia. Bon, à la base, t'avais pas trop envie d'être là, mais finalement, t'es pas. Est-ce que Marie, qu'est-ce que t'as fait? Non, franchement, ça va être bien, ça va être sympa. Bon, Théo, sur une grosse semaine après. C'était récemment. Apparemment. Ton voiture, encore. Non, ça va, moi je suis journaliste avant tout et je suis très heureux d'être sur ce plateau avec vous. Bah ouais. Et donc, bon, Clara, c'était une première émission pour toi. Toi, une première année, n'a pas fait. Non, ça va, moi, c'est juste le quiz de la fin. Ouais, ça. Ouais, donc. Bon. Et je vais gagner en plus, donc 5-0. Et Léo, bah voilà, ma maman. Ouais. Desmond Micro. Je parlais. Tu disais que. Oui, major de promo. Tout réussi globalement. Oui, c'est ma 3e LSDI, 3 quiz gagnés. Ah non, j'avais perdu contre lui. Oui, pas, ça je suis pas sûr. Mais ça va peut-être être la pire celle-là, du coup. Cette femme, c'est compliqué. Je peux dire oui. Ça va peu partir, puis on aura le débat et un petit peu d'actualité. Olivia, commence. Allez, bon, bah, on va commencer par parler musique, mais aussi cinéma. Je vais vous parler d'une artiste pop mondialement connue. Si je vous dis Shake It Off, Blank Space ou encore Cruel Summer, je parle bien sûr de... Serena Williams. Ouais, bon, Taylor Swift. Rapidement, Taylor Swift, en quelques chiffres, c'est 14 Grammys, 2,2 milliards de dollars rapportés grâce à sa tournée The Eras Tour, 2 fois nommée personnalité de l'année par Time Magazine, près de 97 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, et je pourrais encore continuer à citer des chiffres pendant des heures. En bref, la réputation de Taylor Swift n'est plus à faire. Elle est présente dans l'industrie musicale depuis presque 20 ans et elle arrive toujours à innover, proposer de nouvelles choses. Donc, il y a une semaine pile, elle a sorti son 12e album studio, juste là, intitulé The Life of a Showgirl. Donc, vous n'avez pas pu rater cette sortie, même si vous n'êtes pas des fans, normalement, vous avez dû en entendre parler. Oui, évidemment. Moi, je suis un peu passé à côté, mais j'ai entendu parler que, bon, bien sûr, Taylor Swift, on en parlait partout. Et chaque fois qu'elle sort un album, c'est un événement. Mais moi, les musiques de Taylor Swift, je suis pas du tout fan, mais c'est la preuve elle fait un Eras Tour et remplit le monde entier, donc c'est une star mondiale. Ah oui, même si on n'aime pas, on peut pas nier son talent. Bon, du coup, mais elle s'est pas arrêtée à sortir un album comme tous les autres artistes. Elle a également décidé de sortir un film qui s'appelle Taylor Swift The Official Release Party of a Showgirl, donc qui était disponible du 3 au 5 octobre. Donc aujourd'hui, on peut plus le retrouver au cinéma, mais on retrouve presque l'intégralité du film sur YouTube et Spotify. Donc actuellement, elle occupe la première place mondiale de partout, dans la catégorie chansons, albums et également films. Elle a rapporté au total 33 millions de dollars au box-office des États-Unis. Et le film a totalement écrasé sa concurrence en battant de grandes productions hollywoodiennes comme Une bataille après l'autre avec Leonardo DiCaprio. Celui qu'on a vu. Ça, t'as battu Ouais, juste en un week-end, elle a battu le nom. Ouais. Donc, aujourd'hui, non. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais sortir son album entier au cinéma, juste comme ça, en mettant les chansons, en soi, il n'y a pas grand-chose de plus. C'est vraiment extrêmement rare, même du jamais vu. En soi, moi, j'en avais jamais entendu parler de mettre un album comme ça. En comparaison, on peut citer le film Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, mais qui était seulement disponible en streaming, donc ça n'a pas la même portée. Cinéma. Oui, voilà, et surtout que là, c'était pas qu'aux États-Unis, c'était vraiment dans une 50aine de pays, il me semble. Du coup, par contre, depuis quelques années, on a des concerts qui sont diffusés au cinéma, notamment celui de Beyoncé. Prochainement, on a même Jul, donc comme quoi... Ouais, bon, ouais, vraiment. Il va là dans quelques mois, je crois. Et donc, avant de continuer avec d'autres infos, j'étais curieuse. Pour vous, est-ce que c'est une bonne idée de sortir un album juste comme ça au cinéma, ou vous pensez que c'est un peu inutile et même ennuyeux, genre? Mais juste, son film, c'est des clips mis bout à bout. Ouais, après j'explique vite fait, mais en soi, c'est vraiment les vidéos qu'on retrouve sur YouTube avec les paroles. Donc, il n'y a pas juste ça tout le long. Ouais. Tu parlais de Nekfeu, c'est pas en mode un making-of un peu de comment elle a fait son album plutôt? En gros, au début, il y a son clip. Le clip, il est sorti en avant-première. Il n'était pas disponible autre part, genre. Et ils l'ont... En fait, tout au long du film, il y a un fil conducteur, c'est le making-of de ce clip. Et entre le making-of,
Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, C'est un peu comme un documentaire qu'on peut voir sur Netflix. ouais, ça peut être long si t'es pas fan, tu vois. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est un bon élément, ouais, là-dedans. C'est étonnant que ça batte des grosses productions hollywoodiennes. Le cinéma, à la base, c'était pour les films, et qu'une production comme ça batte tous les Ouais, mais après, films de la semaine, c'est exceptionnel. ouais, mais quand tu vois la communauté, genre surtout aux États-Unis, même en France, On a un petit problème technique. Vas-y, continue. ouais, la communauté des fans, qu'on appelle les Swifties, elle est énorme. Du coup, dès qu'il y a un événement en rapport avec Taylor Swift, elle se mobilise. Donc, en soi, ça marche toujours. Bon, du coup, je vais continuer rapidement. Donc, dans le film, c'est ce que je vous disais, on retrouve le clip en avant-première de The Fate of Ophelia. C'est son premier son. Et le film, il dure 1h30. Ah. Et donc, voilà, on a 11 vidéos avec les paroles des chansons. Et le truc en plus qui vaut le coup de se déplacer, c'est Taylor Swift qui explique pourquoi elle a écrit chaque chanson. Donc vraiment, entre les 11 vidéos, on a Taylor qui nous explique comme ça pourquoi elle a écrit la chanson, de qui elle parle parfois. Elle ne le dit pas très clairement, mais voilà. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est qu'elles seront accessibles. Elle parle comme si elle nous parlait. Enfin, c'est pas comme, par exemple, des stars comme Beyoncé qui a vraiment... l'aura de star un peu inapprochable. Taylor, elles seront un peu plus accessibles. Et donc, bon, bien sûr, avec un événement de cette ampleur, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été émises. Certains crient au produit marketing, comme quoi il était juste... c'était juste pour balancer la pub. Oui, c'est ça, mais... Et que le film est un produit marketing pour l'album. C'est comme, des fois, ils accusent des grands groupes de super-héros ou quoi, qui font des films juste pour vendre des figurines ou des choses comme ça. Ouais, ou alors c'est juste pour faire plaisir à ses fans et leur offrir plus de contenu. Oui, voilà, parce que du coup, ils ont dit... Bon, On a un problème de micro. On a un petit problème de micro, du coup, avec Théo, on va se le partager. Il est super court. C'est terrible. Vas-y, Olivier, continue. et oui, donc voilà, les personnes elles disaient que le film était là pour promouvoir l'album, mais du coup, moi j'ai trouvé un contre-argument à avancer parce qu'en fait, l'album il est devenu en une seule journée et avant les premières projections au cinéma, l'album le plus écouté en 2025. Donc, dans tous les cas, elle n'avait absolument pas besoin du film pour faire marcher le film. Voilà. Donc, et même, elle n'a pas forcé non plus aux personnes à écouter l'album. C'est pas parce qu'elle a fait un film que voilà. Et donc, voilà, donc l'équipe de Taylor Swift, elle a rapidement expliqué que c'était pour remercier ses fans pour leur engagement et de leur permettre de se rassembler. Du coup, j'ai encore une question pour vous. Est-ce que vous applaudissez encore à la fin des films au cinéma quand vous allez voir une séance? Bonne. Moi, j'ai jamais fait ça, c'est dans les grandes villes, je crois. En tout cas, moi, je suis arrivé à Nice, ils le font. Moi, Oui, voilà. ça, j'ai vu ça une fois, parce que c'était le Spider-Man 3, il y avait tout le monde qui était hypé par le film. Sinon, j'avais jamais vu ça. Du coup, je sais pas trop. Ok. Et est-ce que vous avez déjà vu des gens, genre vous êtes allé au cinéma et vu des gens danser devant l'écran? Ah non, ça fait un... Rigoler à la... Oui, voilà. Oh, c'est rire. Bah voilà, moi non plus, à part une fois, donc ce week-end quand je suis allée voir le film. Et c'est ce qui s'est passé notamment dans la salle mythique du Grand Rex à Paris, où les gens ont crié avant le film. Donc j'ai amené une vidéo, donc normalement on peut la voir. Voilà, donc ça c'est avant que le film n'avait pas commencé. En fait, elle avait mis un décompte avant le film, comme elle fait pendant ses concerts. Donc voilà. Donc on voit que c'est ça qui est complètement fou et inhabituel avec la release party, c'est que c'est bien plus qu'un film, c'est vraiment un événement pour les fans. Le public vient déguisé avec du merch de l'artiste, maquillé. Certains on dirait qu'ils vont à un concert en fait. On dirait pas du tout qu'ils vont... Oui, c'est... Ouais, mais pas vraiment, tu vois, parce que c'est même pas c'est pas du live, c'est juste des vidéos. Donc en soi, c'est pas comme quand il y a des concerts au cinéma. Là, elle avait ça au cinéma, c'était un concert en direct. Pour cette expérience, ça a créé des mouvements de foule dans les cinémas parce que... Elle avait fait un film au cinéma, Indila? Ouais, je n'ai pas entendu parler. C'est vraiment comme ça. Donc en vrai, Ouais. on le délire. Toi, t'as vécu ça quand t'allais voir le film, des gens déguisés? Ouais. Toute la salle était habillée. Alors, tout est... non. Non, ils étaient tous... habillés pour un concert. Oui, voilà, habillés en rapport de Taylor Swift.
Et ouais, T'as et mis les comment clips, bah, ils étaient tous avec des pulls où il y avait sa tête, des robes et tout. Moi, j'étais pas au courant du coup, donc je suis nulle. Sinon, tu serais venu. Normal. Ah oui, ouais, le reste, Ah ouais. Attends, laisse- Bon, bref. Alors, bon, voilà, du coup, c'est ce que je disais. Les gens, ils discutent entre eux. Enfin, il y a des gens qui se connaissaient pas, qui ont commencé à parler entre eux, qui chantaient, dansaient. C'était très fédérateur. Et la musique, au final, c'est fait pour ça. C'est fait pour rassembler. Et je voulais juste terminer avec une actu qui est tombée hier. Donc, Taylor Swift détient désormais la plus grosse semaine de stream de l'histoire pour une artiste, un album et une chanson. Et ce record, il est en partie dû au film, justement, parce que la plupart des fans, elles ont déclaré que elles ont écouté l'album en boucle cette semaine parce que en ayant vu le film, ça leur a donné encore plus envie d'écouter l'album. Je sais pas si c'est clair, mais Oui. en gros, voilà. Et bah, du coup, finalement, on peut dire que le film de Life of a Showgirl est un projet totalement réussi et qui apportera peut-être une nouvelle dimension à la musique dans les prochaines années au cinéma. Ouais, puis même les reportages et tout, ça se fait de plus en plus. On a qui a fait un reportage sur son album. Ouais, voilà. Ouais, Nekfeu. Donc, ouais, c'est la facette des articles, quoi. Tout ça, comme ça, et puis, consommer, bah, Ouais, c'est intéressant, tu vois l'intérieur des gens que tu vois juste quand il est par exemple un sportif, tu le vois toute l'année, il joue, et tu vois qu'il a il a les mêmes problèmes que toi, que c'est des humains. Et là, ça permet de voir quand il réalise des grands projets, de voir que c'est compliqué quand même, que ça se fait pas tout seul. Et du coup, c'est super intéressant. De toute façon, tout le commentaire est intéressant. Tu vois l'envers du décor et C'est ça, tu te sens encore plus proche de l'artiste c'est exactement ça. juste en écoutant sa musique. par contre, tu sais justement que quel processus derrière les paroles et tout ça. Mhm. Est-ce que tu ne trouves pas du coup que tu peux moins t'approprier la musique parce que tu dis, bah voilà, cette histoire t'a fait passer comme ça, et toi tu dis, bah ça m'est arrivé aussi. Je te- Oui, bah, du coup, on peut pas trop s'interpréter pour soi-même, mais en soi, même dans ses explications, ça reste quand même, tu vois, assez général. Genre, par exemple, une chanson, ça a le sentiment qu'on ressent un peu tous au lycée quand t'aimes quelqu'un, mais que t'oses pas lui dire pour ruiner son amitié. Ça s'appelle le ruin the friendship. Et en fait, ça, c'est un sentiment universel, genre tout le monde peut s'approprier, donc je pense pas en soi. Mais elle parle de quoi en général dans ses sons? C'est les ex. Non, voilà. C'est Léo qui a un grand Swift. Oui, mais non, mais ça, c'est un préjugé. Elle parle pas tout le temps. Non, elle parle pas tout le temps de ses ex. Elle peut parler d'autres choses. C'est d'abord en général. Non, par exemple, bah, il y a une chanson, c'est pour le féminisme. Il y en a sur sa famille. Elle a fait une chanson pour sa mère, pour ses amis. Il y a tout un album, 1999, c'est sur le fait de déménager à New York, dans une grande ville. Donc ça, pareil, tout le monde peut un peu... tu vois, quand tu déménages dans une grande ville... Même nous, bon, Nice, c'est pas une grande ville, mais Oui. tu viens d'une petite ville. Bah, oui. Ils sont que la colle sur nous. Tiens, non, c'est ma ville. Bon, bref. Mais voilà. Ouais, donc c'est assez... normal. C'est pas très validé. Voilà. Là, ça y est, on peut plus du tout le voir au cinéma, le film, Ah, c'était un week-end. en streaming quelque part. Bah, c'est ce que tout le monde pensait, mais pour l'instant, on n'a aucune annonce sur ça. Et c'est pour ça, sur Spotify, par exemple, on peut trouver une playlist en podcast avec ces explications. Ok. Donc, je pense pas qu'il sera disponible. Comme ça rend un peu le truc unique, parce que Ouais. s'ils le mettent en streaming, C'est ça. ouais, voilà. C'est beau pour ceux qui ont payé leur place, qui ont été à l'événement, ils pourront dire j'y étais, c'était un événement, c'était le premier, tu vois. Mais il y a sûrement des millions de femmes qui l'ont pas vu, Bien sûr. qui aimeraient. Ouais. Bah, c'est dommage. Tu peux regarder du coup en podcast. Et merci pour ta chronique, Olivia. Pas de rien. Celle de Théo. Toi, tu vas nous parler d'une actrice qui fait en ce moment le buzz, notamment sur le réseau, c'est ça? C'est ça, moi je vais vous parler d'une actrice. Bah, t'as repris exactement ma phrase. Je lis mes notes. Donc, son nom c'est Tilly Norwood. Alors, déjà, je sais pas si vous avez entendu parler, si ça vous Ouais. parle Ouais. un petit peu. Donc, c'est une actrice britannique qui a la vingtaine, qui vit à Londres, du coup, et qui est passionnée de café. Sauf que Tilly n'existe pas. En effet, elle n'a pas d'état civil, elle n'a pas d'agenda de tournage, ni même de corps. Parce que Tilly, c'est tout simplement une création d'intelligence artificielle pure et simple. Alors, c'est le studio Xikoya qui l'a mise au monde, ou plutôt mise en ligne récemment. Derrière ce projet, on retrouve Eline van der Velden, une productrice et comédienne néerlandaise qui a d'ailleurs annoncé dans une interview vouloir que Tilly soit la prochaine Scarlett Johansson ou Nathalie Portman, rien que ça. C'est le but de ce que nous faisons. Donc, on voit qu'elle a de grandes ambitions. Et l'histoire de Tilly, elle débute donc en Suisse, où elle a été présentée pour la première fois en septembre dernier au Zurich Film Festival. Alors, évidemment, depuis, elle a fait couler beaucoup d'encre,
Déjà parce que visuellement, c'est bluffant, comme vous pouvez le voir derrière moi. Elle a un visage expressif, une voix naturelle et des émotions crédibles. Elle a même déjà tourné dans un court sketch intitulé AI Commissionnaire. Donc, comme ça se passe, tu tombes tout seul dans le sketch. Bah, justement, c'est une IA vraiment qui fait la voix, qui fait... Et l'autre acteur, enfin, si c'est avec 2 acteurs, l'autre acteur est une IA aussi ou c'est un acteur. Elle, c'est l'IA et tout le reste, ça peut être un autre acteur. Ah ouais? Mais pour l'instant, elle n'a pas joué Oui, bien sûr. de film. C'est le projet. Là, par exemple, le sketch Ouais. AI Commissionnaire, c'est justement l'entreprise qui l'a créé, qui a fait ça justement pour se moquer un peu des critiques. Et c'est un court-métrage de 2-3 minutes. Et tout est de l'IA, c'est-à-dire tous les acteurs dedans, tous les décors, tout est fait vraiment. Et c'est réaliste. Bah, je pense qu'on voit quand même que c'est un peu de l'IA, parce que Mais ça va on peut aller. le détecter. Ouais. Même là, la photo, bon, elle est pas la bonne. Non, les Mais- bien, je crois. Ça passe. Oui, j'ai pris exprès un peu une photo où on voit que c'est une IA. Ouais. Et donc, voilà, comme j'ai dit, elle n'a pas encore fait ses débuts dans un vrai film, mais à voir peut-être à l'avenir. Mais au-delà de la prouesse technique, c'est tout le milieu du cinéma qui s'interroge. Bien sûr. Évidemment, les syndicats d'acteurs, notamment le SAG-AFTRA aux États-Unis, qui s'inquiètent. Ouais. C'est d'ailleurs eux qui avaient manifesté en 2023 et qui avaient regroupé 160 000 personnes face à la crainte justement de l'augmentation. Il y a eu des grèves et il y a eu Exactement. beaucoup de séries qui avaient été retardées. à cause de- Ils avaient peur de l'intelligence artificielle, ce qu'elle allait devenir dans le cinéma. Certains, ils voient une menace directe pour les comédiens humains, car ils font face à un personnage qui ne dort pas, qui ne vieillit pas et qui ne demande pas de cachet. D'autres parlent de vol d'identité, estimant que son apparence pourrait résulter d'une compilation de milliers d'images de femmes à travers le monde sans leur consentement. C'est ça l'IA. Ouais. C'est ça. Mais quand tu dis pas de cachet, c'est-à-dire que tous les créateurs de biens, peut-être dans des films, quand être dans des films, eux, ils n'ont pas de rémunération. Bah, eux, ils seront rémunérés, mais je veux dire, ils n'ont pas besoin de payer l'IA. Comme tu payes un acteur des millions pour qu'il tourne dans ton film, bah là, étant donné que l'IA, c'est ton ordinateur, bah tu vas pas la payer pour qu'elle fasse le film. Du coup, elle va jouer que dans des productions de la start-up dans laquelle elle est née. Bah, à moins qu'il y en ait d'autres. label dans la musique et quelqu'un la rachète, bah, pour l'instant, ouais, elle est bloquée, on va dire, avec... S'il peut faire une actrice, il peut en faire 15. Et garçon, enfant, tout ce que tu veux. Voilà. Et donc, forcément, il y a des célèbres acteurs et actrices qui se sont révoltés. On a d'ailleurs la star de Pretty Little Liars, Lucy Hale, qui a simplement tweeté non en réponse à l'interview de sa créatrice. Il y a aussi Nicolas Alexander Chavez qui a affirmé ce n'est pas une actrice, mais c'est bien essayé. Et certains sont encore plus critiques, comme Abigail Breslin, qui demande carrément à chaque acteur et actrice de boycotter tout ça, cette innovation dans le cinéma. Alors évidemment, il n'y a pas que des gens pessimistes qui critiquent, il y a aussi des bienfaits à cette innovation. Certains ils considèrent que Tilly peut être vu comme un nouvel outil artistique, une extension du cinéma numérique au même titre que les effets spéciaux ou la 3D. Pour eux, elle ne remplace pas les acteurs, elle s'ouvre simplement à un autre champ de création. Donc Eline van der Velden ne s'arrête pas là et souhaiterait à l'avenir développer plus de 40 acteurs. Comme tu as dit avant, elle en a une, elle peut très bien Donc, c'est ça. plus et faire un film entier avec. Maintenant que sa première actrice s'est installée dans le paysage médiatique. Le cinéma, c'est pas le seul domaine artistique qui est touché par la montée en puissance de l'IA, car récemment une artiste nommée Xania Monet a connu une histoire similaire. Alors c'est une artiste 100% générée par l'IA qui vient de signer un contrat de 3 millions d'euros pour le label Hollywood Media. Alors on savait que l'IA pouvait faire chanter n'importe qui, même les morts, on l'a vu sur TikTok avec des trends récemment. Et bien désormais elle peut aussi créer et... Ah là là. Théo, continue. Elle peut créer un artiste de toutes pièces. Donc c'est le cas de Xana Monet, qui est une chanteuse de R&B américaine dans le style de Beyoncé, générée de toutes pièces, de la voix jusqu'aux instruments dans ses musiques par l'IA. Et... Oui, non, continue. Et le pire, c'est que cela fonctionne parce que certains de ces sons ont cartonné, notamment le son How Was I Supposed to Know,
qui cumule plus de 2 millions d'écoutes sur Spotify. Cette fois, c'est une certaine Telisha Jones qui est derrière le personnage de Xiana Monet. C'est elle qui écrit les textes originaux, donc, puis les porte sur Suno, un outil permettant de générer un morceau en indiquant le style, la structure et l'ambiance qu'elle souhaite apporter à la musique. Mais après, ça pose une vraie question morale. Vous seriez capable d'écouter au quotidien uniquement des musiques créées par IA? Mais que ça, film. Bah, en vrai, si la musique me plaît en soi, oui, mais le fond est bizarre, quoi. Parce que je suis pas forcément pour le fait de remplacer des artistes par les IA. Ok. Léo? Que ce soit film, série ou tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas un humain derrière, il y aura le message, même si le film est parfait, effets spéciaux parfaits, le message, les émotions derrière, elles seront jamais égales à ce qu'un acteur peut produire, parce que l'acteur à côté de ça, il a toute sa vie et tout, et il arrive à apporter quelque chose pour le public, que ce soit la musique ou le cinéma. Si on remplace par des IA, ça sera peut-être parfait, mais il n'y aura pas d'émotion derrière. Il n'y a pas le côté humain, Ça. les sentiments, quoi. Bah, du coup, comme tu as dit, Jules, ça pose une question essentielle. Jusqu'où ira l'IA dans les domaines de la culture? Car Tilly Norwood, c'est pas juste une expérience technologique, c'est un symbole, celui d'un cinéma en pleine mutation, tiraillé entre fascination pour l'innovation et peur de la Déshumanisation. Exactement. C'était dur. C'était pas facile. Alors, est-ce qu'on doit s'en réjouir ou s'en inquiéter? En tout cas, pendant ce temps, l'IA, elle cesse de progresser et de se développer dans de plus en plus de domaines du quotidien. Bon, en tout cas, on verra bien l'évolution de cette actrice et si on la voit sur les grands écrans. Merci Théo pour ta chronique. J'ai une bonne nouvelle, mon micro marche. Je connais le mien. Les rageux diront que juste je l'avais pas allumé. Je ne pense pas que ça soit le cas. Non, quand même. Non, t'as pas fait ça. Je suis beaucoup plus professionnel que ça quand même. T'es capable. On est un peu en retard, mais ça va. On va passer à ta chronique, Clara. Donc toi, tu vas nous parler d'un nouveau musée qui fait son apparition à Paris. C'est pas exactement un musée? Non, justement, c'est toute la subtilité. Je vais vous parler de la Maison des mondes africains. Mais d'abord, j'aimerais bien qu'on mette le logo parce qu'il y a 2 références dans ce logo qui sont très importantes. Coup de pression. J'aimerais bien savoir si vous les avez. Il y en a 2. Alors la première, il y en a une qui est moins évidente que l'autre. Mansa, ça vient de quoi? Mansa, ça vient de quoi? C'est un prénom, c'est le prénom de quelqu'un. Bon, c'est inconnu bataillon. Je vous la donne, ça vient de Mansa Moussa, qui était un souverain malien qui était un seul pays. Oui, Évidemment. Putain. Il y a une couronne dans le M. ça vient d'où? Ah, je sais. C'est ultra connu. C'est- Référence à un artiste afro-américain qui faisait du street art. Ah, c'est le mec. Son prénom était Jean-Michel. Ouais, on voit tous de quoi tu parles. Jean-Michel Oh, le plateau d'un cube. Basquiat. Jean-Michel. Basquiat, c'est Basquiat. de Basquiat. Ok. Non mais oui, je vrai, j'ai déjà vu, mais ressortir le nom comme ça. Bon, dommage. Alors, donc, la Maison des mondes africains, c'est un centre qui a ouvert le 4 octobre dernier à Paris. Et c'est un lieu particulier parce que c'est un endroit où on retrouve des arts divers et des expositions de tout type, mais je reviendrai dessus après. Et c'est ni un musée ni une galerie d'art. En fait, on appelle ça un laboratoire culturel pluridisciplinaire. C'est un nom très compliqué. C'est un nom Pour dire ouvert. que c'est un lieu qui mêle différents types d'art Ok. et de culture. Donc, on a du cinéma, de la musique. Et le côté culturel, c'est plus des débats et des récits historiques et mémoriels. Et tout est centré, sur la culture africaine et afro-diasporique. Donc c'est un espèce de repère d'artiste. Ouais, en gros. Et c'est justement, en fait, le concept de laboratoire, c'est vraiment, ça fait référence au fait que c'est un lieu d'expérimentation pour des artistes entrepreneurs. Et c'est un tremplin pour eux. Et donc, tout est vraiment... c'est un endroit qui vise à valoriser la culture africaine et de manière assez atypique. Donc, par exemple, en ce moment, il y a l'exposition inaugurale de Roxane Mbanga qui a ouvert un salon qui est en fait un espace qui est dédié à l'écoute, aux récits mémoriels, historiques, etc. Et en fait, cette exposition inaugurale, elle fait vraiment écho au concept même de ce projet
parce qu'en fait, c'est des expositions qui sont mouvantes et participatives. Et c'est ce qui fait toute la spécificité de la chose, parce qu'en fait, c'est un laboratoire culturel qui vit à travers les artistes qui viennent s'exercer, ou les personnes qui juste sont curieuses et qui viennent se cultiver, quoi. Et il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est que au-delà de l'aspect artistique et qui est atypique, c'est un outil diplomatique et politique assez fort. Comme on en parlait tout à l'heure, c'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé. Donc c'était en 2021, c'était pendant le nouveau sommet Afrique-France. Et en fait, je regardais une interview de la directrice qui expliquait que, donc elle s'appelle Elisabeth Boumi, elle expliquait que elle n'avait pas tellement envie que ce soit affilié justement à de la politique et à de la diplomatie, parce qu'elle avait vraiment envie de mettre en avant justement le côté culturel et artistique. Mais du coup, tu penses qu'elle a eu le choix ou pas, que ça soit annoncé par Macron ou Non, justement, elle explique ça aussi, elle explique qu'elle n'a pas vraiment le choix, mais ils font avec, et ça l'est, en fait, ça l'est foncièrement un outil diplomatique qui permet de mettre en avant justement toute cette C'est les soft power comme le sport, l'art, ça a toujours été comme ça. Et là, il y a une exposition du coup, c'est en France, si j'ai bien compris. Hein. En France, Ouais, c'est ça, c'est à Paris. c'est à Paris, c'est dans le 10e arrondissement. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés. Problème de boucle d'oreille après le micro. Ça nous arrive tous les jours aussi, on comprend, hein, au quotidien. Dans les horaires. Ok. Bah vous, en tout cas, ça vous donne envie ou pas d'aller voir? Bon, là, c'est à Paris, mais est-ce que des fois, vous allez sur Paris déjà, premièrement? Non, mais après, moi, l'exposition, je la trouve assez intéressante. Voir tout ce qui est l'exposition d'un continent entier, de le voir de l'art autre qu'occidental, c'est très intéressant parce que nous, culturellement, on voit le truc qu'on voit le plus, c'est l'art occidental. Là, du coup, ça fait des codes nouveaux. Voilà, on découvre des nouveaux styles qui n'ont pas été influencés par le style européen, par exemple. Du coup, c'est assez intéressant. Oui, et pour revenir sur le côté diplomatique, c'est une manière pour la France de sortir du paternalisme culturel, qui est lié à son histoire coloniale. Donc, je trouve ça sympa, et c'est pour ça que c'est important de distinguer ce projet-là d'un musée. Ouais. Ok, franchement, ça donne envie. Moi, je sais que ma mère, là, elle écoute, elle va sûrement y aller parce qu'elle adore les trucs comme ça. Et puis, ça va dans le même sens que tous les rendus d'art aux pays africains. Ça permet de s'excuser. Bon, c'est pas excusable, mais de nous passer avant. Et pour les États occidentaux, ça leur permet de faire une belle image. Mais ça profite, même si c'est dans ce but-là, ça profite aux artistes et au continent africain en général. après, ça permet de s'excuser. J'avais vu un article comme quoi ils avaient galéré à trouver les subventions et que les collectivités, elles voulaient pas tellement se placer sur un projet comme ça. Donc, je sais pas si on est toujours dans la démarche d'excuses. Bonne bourse. Ouais. Bon, en tout cas, ça donne vachement envie d'y aller. Merci Clara pour ta chronique. On va passer rapidement à celle de Léo. Toi, tu vas nous parler d'un coup de pub magistral de la part de LeBron James, c'est ça? Je vais vous parler d'une star mondiale parce qu'elle a fait du bruit ce week-end. LeBron James, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, s'est fait remarquer cette semaine pour toute autre chose que ses perfs sportives. Le basketteur américain a fait un prank à la totalité des fans de sport et à tous les États-Unis. Tout a commencé lundi quand, en pleine pré-saison NBA, il a posté cette vidéo qui a déjà fait 90 millions de vues. The Decision 2, pourquoi 2 et pas 1 parce qu'il y a maintenant 10 ans, LeBron James avait sur ESPN fait une émission, The Decision, afin d'annoncer où il continuerait signer en NBA après cette saison en Cleveland. On rappelle que c'était le meilleur joueur de la ligue, donc savoir où il était, tout le monde avait envie de savoir. Du coup, l'Amérique entière avait regardé la télé pour voir James annoncer qu'il rejoindrait Miami en 2011. Il avait fait avec une formule mythique, devenue mythique. Bon, je ne vais pas vous la faire en anglais, parce que sinon ça va être trop long. Allez, tu crois que tu peux l'essayer? Je vais le faire en français, comme ça. Cet automne... En français, ça peut être long. Cet automne, mec, c'est dur, cet automne, je vais emmener mes talents du côté du Miami Heat.
Après ça, la ligue n'a plus jamais été la même et des joueurs ont commencé à changer de franchise beaucoup plus facilement. Parce qu'avant, un joueur a été drafté par une équipe, resté dans son équipe, et maintenant ils vont vers des gros marchés comme Los Angeles, Miami ou New York. Il a vraiment été précurseur d'un modèle économique. C'est ça, mais ça a changé la ligue après ça, il y a eu beaucoup de changements. Et là, du coup, il a fait une pub où il a dit bah là, ça sera ma deuxième grande décision. C'est ça, en gros, c'est un mec qui a toujours soigné toute sa communication. Tout le monde croyait qu'il allait annoncer sa retraite. Mais du coup, depuis cet épisode dont je t'ai parlé de 2010, il est devenu l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il est milliardaire maintenant. Il était nombreuses fois titré et maintenant il a la quarantaine. Et depuis 3-4 ans, du coup, normal, le moindre petit signe et la moindre petite déclat est sujet à débat sur une possible annonce de retraite. Mais cette semaine, tout le monde croyait que c'était la bonne. À 41 ans, LeBron James allait raccrocher sur une 23e. Ça fait beaucoup. Et dernière saison. Vous en aviez entendu parler ou pas? Avant du coup qu'on sache que c'était une pub, que je spoilais un peu, c'était une pub, qu'il allait potentiellement prendre sa retraite. Moi, j'avais vu la vidéo d'annonce, enfin le teaser du coup. Et comme Léo et comme tout le monde, je pense, je me suis fait avoir. Enfin, tout le monde s'est dit, bah ça y est, c'est la vidéo qui annonce la retraite. Il y avait tous les symboles que Léo a énumérés. Et au final, bon, je spoil pas ta chronique, mais la déception, on est tombé de haut. Mais vraiment, ça fait un buzz parce que je vais pas mentir, moi, j'ai pas du tout. Ah non, mais en fait, moi, je suis le basket, du coup, je me suis dit, c'est peut-être que moi qui l'ai vu. Mais j'ai vu le Figaro faire des articles dessus. J'ai vu BFM, pas RMC Sport. NBA aussi. NBA, on en a parlé. Non, mais voilà, mais j'ai vu des médias français, donc pas des États-Unis, en parler. Et la presse sportive, ok, mais mondiale en a parlé. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça dépassait en gros mon cercle de l'actualité. Fan de basket. Voilà. Du coup, on a eu tout chaud. On nous a tous eu LeBron James. Et cette émission, c'était un copier-coller. Du coup, comme je vous l'ai dit, même plateau, même vêtements, même il a été jusque-là. Il a même été jusqu'à reprendre sa phrase mythique. C'est même le même intervieweur que la dernière fois. Donc il a été jusque-là. Mais cette fois-ci, pas d'annonce. On a flouté parce que l'alcool est dangereux pour la santé. Pas de bouleversement dans l'histoire du sport américain. Aucune annonce. Juste une simple pub pour du cognac, du coup. Un énième partenariat pour James, comme s'il n'en avait pas assez, lui qui est Nike, ce que vous voulez. Ouais, mais là, il a vraiment dû être payé une brique. Ah oui, mais accepter de faire ça parce que on se demande. Il salit presque son image. C'est exactement ça. Ça a pu faire rire certains, mais d'autres, ça les a pas fait rire du tout. Il y en a même un qui n'a pas fait rire du tout. Il va aller en justice contre LeBron James. Il s'appelle Andrew Garcia, c'est un fan des Los Angeles Lakers, l'équipe de LeBron James, du coup. On peut trouver ça ridicule pour une pub porter plainte, sauf que c'est pas assez incompréhensible. Le problème, c'est que les gens croyaient que ça allait être que le dernier match de la saison allait être son dernier en carrière. Du coup, les gens, tout le monde avait voulu aller voir son dernier match normal. Le dernier match d'une légende comme ça se rate pas. Ah oui, j'avais vu comme quoi les billets, ils étaient passés de 45 à $500. C'est exactement ça. Directement. Donc ils ont tous voulu acheter des billets, comme je l'ai dit. Ça a été où? Voilà, du coup, l'équipe NBA utilise le principe de tarification dynamique. Donc plus il y a de demandes, plus le prix augmente. On a pu voir ça pendant la tournée d'Oasis, ça avait fait scandale. Des billets avaient presque triplé parfois sur le prix de départ. Mais là, le problème, c'est que les billets, ils n'ont pas triplé. Ils sont passés de 80 € le prix le plus bas pour un billet à 500 €. C'était le prix où tu avais la place en haut du stade où tu vois rien. Donc, pour revenir à notre Andrew Garcia, il demande le prix d'un concert de Taylor Swift. Mais c'est ça. Il demande à LeBron James de lui rendre 865 $. Bon, pour LeBron James, c'est pas beaucoup. Et pour quelqu'un de lambda, 865 $, c'est beaucoup. On va voir comment ça va s'arranger. Si l'équipe va rendre les places ou si le joueur lui-même. Mais en dehors de ce cas isolé, c'est la presse internationale qui lui est tombée dessus. Marca a dénoncé un coup publicitaire pas très élégant. La Gazzetta dello Sport y voit, elle, un jeu quelque peu irrespectueux envers ses nombreux fans. Et qu'est-ce qu'a dit l'équipe? L'équipe a dit... Je sais pas. J'ai pas noté le chiffre, j'ai pas noté la déclat, mais j'ai préféré aller voir un international, mais ils en ont parlé aussi. Et c'est sur eux que j'ai vu la déclaration du... Je pense qu'ils sont allés dans le sens des autres médias. C'est ça. Oui, tout le monde a dit la même chose. Tout le monde a dit à peu près la même chose. C'est aussi, du coup, c'est des directeurs sur les réseaux sociaux. On compte plus le nombre de tweets injurieux, insultants, bon, comme d'habitude. Et un journaliste d'ESPN, connu pour être le plus grand hater de LeBron James, c'est Stephen A. Smith, pour ceux qui connaissent, a dit carrément que c'était ringard, gênant, tout ça à la fois.
Et il a dit je suis même plus étonné avec ce mec. Voilà, bonne ambiance. Mais en plus de ça, LeBron James, il a aussi du coup ses fans qui s'attendaient à voir la date de comment leur idole allait finir leur carrière. Et c'était juste, c'était un prank, c'était... Ouais, il fout de leur gueule. c'est exactement ça. Et du coup, ça pose la question sur jusqu'où les stars peuvent aller pour promouvoir une marque. Jusqu'à... Bon, bien sûr, les haters parleront toujours, mais aller jusque-là, trahir la confiance de tes fans, c'est quand même dur. Mais dans l'autre sens, ça pose aussi une question, c'est que les stars mondiales comme ça, ils sont tellement scrutés, tout est scruté, la moindre déclaration est scrutée et critiquée. Ça pose aussi la question sur est-ce qu'on pourrait pas aussi leur lâcher un peu les basques et les laisser faire juste ce qu'ils font, jouer au basket, chanter pour les chanteuses. Donc ça pose plusieurs questions et bon, c'est LeBron James, il a toujours fait parler de lui et là il a encore fait cette semaine. Ouais, bon, en tout cas, on verra du coup quand est-ce qu'il prend vraiment sa retraite parce qu'il n'est pas tout jeune, le bonhomme. 41 ans. Merci pour ta chronique, Léo. On va passer au débat maintenant avec un petit jingle normalement. Oui, il n'y a pas de jingle débat cette semaine. C'est donc vraiment de bout en bout, ça se passe super bien. Bon, alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais selon un sondage IFOP récent, 62% des Français estiment que les médias influencent fortement leurs opinions politiques. Et selon un baromètre Kantar pour La Croix, 54% des Français jugent que les médias parlent tous de la même chose. Donc ça, quand même, cette opinion, elle pose une question. Est-ce que ce sont les médias qui influencent l'opinion publique ou est-ce que vous pensez que justement c'est l'inverse, c'est l'opinion publique qui fait parler un peu de ça aux médias? Un avis, Théo? Moi, je pense que c'est un peu des deux. Les médias ont besoin de l'avis de l'opinion publique, du coup. Et le grand public a besoin des médias de parler des choses importantes et actuelles. Et c'est un peu pour ça, justement, comme tu as dit dans ton analyse, que la plupart des médias, quand il y a un grand truc, tout le monde parle de la même chose. Tu scrolles ou tu regardes plusieurs articles différents de différents médias. C'est toujours le même grand titre, le même truc, traité différemment en fonction de la ligne éditoriale. Mais évidemment qui traitent ce qui parle au plus de monde possible, parce qu'ils ont besoin de leur audience, ils ont besoin de l'opinion publique, et en même temps, l'opinion publique a besoin des médias pour relater les choses plus importantes. Donc toi, tu penses qu'ils font ça parce qu'ils répondent à une demande? Ils sont obligés, oui, ils connaissent leur public et les attentes de leur public, donc ils se doivent de parler de certaines choses. De ce qui intéresse l'opinion. Une actu parce que ça va pas dans leur sens. Et donc, ils ont besoin de l'opinion publique. Ouais. Là, le postulat de départ, c'est que les médias sont censés faire ça, pas l'inverse. Ils sont censés suivre l'actualité et l'opinion publique. Mais je suis d'accord avec toi, la plupart, ils suivent l'actualité. Mais sur le traitement, des fois, il y a sur certaines chaînes qui sont souvent influencées par les patrons, surtout sur le groupe Bolloré, on constate que l'actualité s'est souvent tournée vers les faits divers. Le thème de l'immigration en France, avant, il y a 10 ans, on entendait parler, mais pas autant. Maintenant, dès qu'il y a une information, ça revient à l'immigration. Et là, je donne l'exemple de CNews, mais c'est CNews, le groupe Bolloré, et c'est ça un peu dans tous les médias. Je pense qu'il y a, comme tu as dit, un peu des deux. Mais qu'à la base, on a pris ça en cours. Normalement, les médias ne sont pas censés influencer l'opinion. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que des fois, justement, les médias, ils sélectionnent l'actualité pour éviter de parler de sujets qui fâchent du coup les propriétaires. C'est ça. Et du coup, on tourne un peu en rond. Ouais, tous les médias parlent globalement des mêmes choses. Que ce soit le service public ou les privés, parce que les services publics, ils ont besoin de la publicité. Et du coup, ils ne veulent pas offenser les publicitaires. Et c'est pareil. C'est comme... là, j'ai dit tout à l'heure l'exemple de CNews, mais du coup, par exemple, le Total Energy, ils font des trucs pas bien au niveau du pétrole, ils polluent. Si, bon, là, c'est un exemple parmi d'autres, si Total Energy sponsorise le Tour de France. C'est quelqu'un, ce qui est le cas. Mais voilà, du coup, les chroniqueurs sur France 2 qui présentent le Tour de France, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais après, Total Energy va venir faire embêter l'organisation du Tour de France, qui elle va venir embêter le France 2. Du coup, ils sont un peu bridés. Ils sont pas, on leur dit pas dis ça, mais ils sont bridés. C'est la pression des grands patrons, quoi. C'est comme ce qu'on a vu en cours. Tu travailles pour une certaine chaîne, on va pas donner de nom. Il y a certaines choses que
bride parce que tu veux pas avoir de problème avec les gens au-dessus de toi. Au contraire, Nel, dans le chat, il dit on tape souvent sur les médias alors que ce n'est que le reflet de la société. Bah, en vrai, il a pas tort. Olivia, est-ce que tu as un avis? Ouais, bah moi, par exemple, la presse, elle influence le public parce que, par exemple, vous voyez, quand il se passe des choses que les médias vont pas spécialement relater, elles vont se concentrer sur un événement pas si important. Après, j'ai pas d'exemple, mais parfois, elle va se focaliser sur vraiment un événement en boucle Ouais. et on va en entendre parler uniquement. Et du coup, ça met Et ouais, c'est pas biaisé, c'est pas... Ouais, Du coup, la concurrence suit et fait la même chose. Et c'est surtout avec les chaînes d'infos que c'était le problème, c'est que vu qu'ils veulent tous avoir l'exclusivité, ils font tous la même chose en même temps et ça paraît c'est ridicule. Bah, Nel, maintenant dans le chat, il dit allez Léo, on laisse parler les autres. On va laisser parler les autres. Clara, c'est quoi ton avis sur la question? Bah, en vrai, moi j'ai réfléchi et je vois mal comment l'opinion publique pourrait influencer les médias. Vraiment, je vois pas cette logique. Je vois l'inverse. Mais parce que, imaginons que demain il y a une énorme manifestation nationale sur l'écologie. Donc forcément, les médias vont en parler. Mais pour moi, c'est ça l'influence dont vous parlez. Bah, par exemple. Parce que c'est juste ça, c'est relater des informations et après, forcément, ça sera différent selon le média, selon sa ligne éditoriale, etc. Bah, un exemple où un média il peut influencer quelqu'un, c'est par exemple la matinale d'Europe 1. Des fois, c'est dans l'autre sens. Ah, dans l'autre sens. Ouais. L'opinion publique influence les la médias. presse, elle l'influence. Non, comment l'opinion publique influence les médias. En fait, je pense que c'est pas ils influencent en mode il leur dit l'opinion publique pense quelque chose et du coup les médias vont s'accorder. Mais c'est plus dans le sens où s'il se passe quelque chose, les médias se doivent de parler de ça, sinon l'opinion publique va dire ouais, ils parlent pas de ça. Ouais, ils parlent pas de ça alors que c'est la grosse actu. Je pense que c'est plus dans ce sens. Ouais, parfois ils ont la pression de parler d'un événement alors qu'en soi, Mais tout à fait public en parle. ouais, mais je suis un peu d'accord avec Clara parce que par exemple, on parlait de la bande de Gaza. Les médias traditionnels, ils traitent l'information totalement différemment que les réactions qu'il y a sur Twitter qui sont très pour la Palestine, alors qu'au contraire, les médias, ils sont beaucoup plus nuancés. Après, ce que je veux dire. ça doit rester neutre, que ce soit par rapport aux politiques. Et quand le politique vient, il parle de son avis. Le journaliste, il ne doit pas donner son avis, donc il peut être en accord, mais ça va peut-être se sentir aussi dans ses propos, même si c'est des nuances, ça peut se sentir. Et encore, ça dépend de la ligne éditoriale. Par exemple, tu prends 5 médias différents d'extrême gauche à l'extrême droite, qui traitent tous le même sujet. Par exemple, le même sujet, la bande de Gaza, tu auras 5 points de vue pas différents, mais qui seront traités un peu différemment et qui s'adaptent à leur public. Ok. Bon, pour résumer, est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour de table avec chacun donne clairement son avis, plus l'opinion publique qui influence les médias ou l'inverse? On commence par Olivia. Bah, moi, je pense que la presse, elle influence quand même l'opinion publique parce qu'ils nous montrent ce qu'ils veulent qu'on voit. Voilà, je pense que c'est ça. Ok, Théo. Je dirais que c'est un 50-50 entre les deux. C'est que l'opinion publique a besoin des médias pour s'informer de différents points de vue. Et en même temps, les médias ont besoin de l'opinion publique et de leur audience pour traiter les informations qu'ils veulent. Ok. Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est les médias qui influencent l'opinion publique. Après, je vois ce que veut dire Théo sur l'audience, mais c'est beaucoup moins important que l'inverse. Ouais, je vois. Moi, je vais suivre Théo vers un 50-50, même si ça devrait pas être le cas, je trouve, mais c'est comme ça. Je pense que c'est un 50-50. Ok, bon, Naël, par rapport à ce qu'on disait avant, il dit que les médias traditionnels, ils ne s'adressent pas aux personnes de notre âge, donc c'est pour ça qu'ils ne traitent pas l'information. Oui, c'est vrai qu'ils s'adressent à leur public et qu'ils doivent toujours se justifier en disant on parle de ça et on a tant de téléspectateurs. Et on ne pourra pas dire non, c'est vous qui choisissez le sujet parce qu'ils ont l'excuse, enfin la justification de leur audience. Ouais. Donc, ouais. Et Aurore, par contre, elle a dit que c'est pas bien que tu fasses pas de choix, t'es un peu comme la Suisse. Bon, c'est comme ça. On va passer à la dernière partie. Déjà, merci pour ce débat. Franchement, je trouve ça grave intéressant. Et on va passer au quiz. J'espère que vous avez révisé. Vous avez révisé le quiz ou pas? Honnêtement, non. Mais ça devrait le faire. On a fait notre veille journalistique. Ouais. Puis, j'ai lu 4 Romain et nos écoutes. On est d'accord que là, tout le monde lit caféine tous les jours. J'ai lu 5, évidemment. J'ai acheté l'abonnement ce matin, premium. Pour les notifications, évidemment. Le seul abonnement que tu as, c'est à la 14, mais c'est pas grave. Bon, Théo, je te fais confiance. Je vais baisser la luminosité, mais tu ne triches pas. De toute façon, je vais pas regarder ton ordi de toute l'émission. Mais frérot, je me rappelle carrément dans le chat, il demandait si tu devais pas prendre l'ordi pour regarder le chat. Donc, on va commencer avec la première question. Donc, vous pouvez m'interrompre pour répondre. Voilà, c'était ce que j'ai. Voilà.
Et évidemment, il y a une place au Master Quiz à gagner pour ceux qui gagnent. Alors, ceux qui ont déjà leur place, il me semble que c'est Elsa et Naël. Et Naël, il avait combien de points? Naël, 5 sur 5, évidemment. 5 sur 5. Il est monstrueux. 5 5 sur 5, 10, ouais. Oui. Bon, on va commencer avec la première question. Alors, cette semaine, à Oslo, la remise des prix Nobel a eu lieu. Et cette récompense, vous le savez, elle vise à féliciter les personnes qui font des progrès majeurs dans leur domaine respectif. Et donc, la question que je vous pose, c'est dans quel domaine un Français a-t-il reçu un prix Nobel? C'est La physique. chimie. C'est la physique. Point pour Théo, là, en vrai de vrai. Oui. Et de compagnie des hommes. Ouais. Les autres trois, n'hésitez pas à même regarder la chimie. Il y en a un qui était français. Et Voilà, exactement. J'allais dire physique, après j'avais oublié le mot, pas des chimie. Et exactement, donc le français Michel Dévoré, ainsi que le britannique John Clark et l'américain John Martinis ont été récompensés pour leurs travaux en mécanique quantique. Qu'est-ce que c'est Je sais pas exactement. Mais leur avancée quantique, c'est minuscule, genre Ouais, exactement. de la science du petit. Et donc leur avancée, elle pourrait servir à mettre au point des ordinateurs capables de réaliser des calculs encore plus vite et donc potentiellement de faire des trucs de malade. Ouais, des trucs de malade. Bon, on va passer à la deuxième question. Un plein pour Théo, c'est ça? N'hésitez pas les autres à jouer. Ouais, exactement. Donc là, la question, elle est très courte. Franchement, tout le monde là, c'est un peu une question de rapidité. Hier, qui a fait son entrée au Panthéon? On était en top, c'est pas possible. Non, mais le nom. C'est plus le nom. oh là là, la régie est totalement chaque barre que vous n'ayez pas la réponse. C'est un grand homme politique français. Et on a quelqu'un a profané sa tombe et tout. Tu regardes. Non, j'ai vraiment regardé le chat. Je suis fan du chat. Oh là là, il y a Ikea Clo-Clo qui dit c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Oui, la honte. Aurore dit je déshérite mon fils. Ma mère fait un emoji cœur brisé. Tout le monde est totalement déçu. Attends, non, mais je suis pas sûr. Médiocre. Je vais dire le prénom, mais franchement, c'était Robert. Badinter. Robert Badinter. Point pour Léo. Merci Léo. J'accepte pas le point. Merci Léo. C'est dur. terrible. Allez, Léo, je t'accepte le point si tu me dis un peu quels ont été. En 1991, il a aboli, il a porté le projet pour abolir la peine de mort. Exactement. Et dès l'année suivante, il a mis fin à la criminalité envers l'homophobie. Voilà, C'était plus un délit. Donc, pour ces grands faits, du coup, il y a, comme tu dis, en 80, la loi abolisant la peine de mort. Il a aussi été avocat et ministre de la Justice sous François Mitterrand. Après, son père juif a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme tu disais, il a fait annuler 2 textes de loi discriminant les personnes homosexuelles. Et donc, il est décédé à 95 ans le 9 février 2024. Ouais. Donc voilà, une nouvelle personne qui rentre au Panthéon. Donc c'est le cimetière des grandes personnes de France. Pour ça, j'ai vu que ça vient pas. Vu le niveau du plateau, Ouais, ça a bien fait pression. Troisième question, j'espère que vous l'avez. Le récent vainqueur du Vendée Globe 2024, Charlie Dalin, a annoncé que lors de sa victoire, il luttait contre évidemment le retour de ses adversaires, mais le aussi, cancer. mais aussi contre le cancer. Point pour Léo. Donc c'est ton deuxième point. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est Thomas. Le féru du Vendée Globe. Donc le capitaine français Charlie Dalin, dont le livre Le pouvoir du destin a été publié jeudi, a révélé qu'il souffrait d'une forme rare de cancer. Il a vaincu sa maladie. Gastro-intestinale, pardon. Et donc oui, il a vaincu sa maladie. Mais il a aussi annoncé qu'il ne participerait plus à la mythique compétition parce qu'il pourrait y avoir des complications. Ça se comprend. Parce que voilà, il est nul. Maintenant qu'il a gagné. Voilà. Et en plus, il avait battu le record. Ouais. En combien de jours, Thomas? Quoi? Un peu déçu. En 64 jours. Donc voilà, un grand homme du Vendée Globe qui ne participera plus à la compétition. 2 points pour Léo, 1 point pour Théo. Olivia, Clara, on compte sur vous. Il reste. Il va jouer. Il en reste même 3. 3. Ouais. Il y a une question qui vaut 1000 points. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Alors, récemment, les salariés du BHV Marais, donc c'est un grand centre commercial dans le Marais à Paris, ont été appelés à faire la grève aujourd'hui, ce vendredi. Est-ce que vous savez pourquoi? Par rapport à l'arrivée des produits ici. Exactement. Oh là là, il est monstrueux. Pour protester contre l'ouverture du magasin Chine dans ce centre commercial. J'aurais envie de décéder. J'allais dire que je n'aurais pas les réponses. Voilà, dans le chat, tout le monde dit que t'es monstrueux. Merci. Donc, c'est une mobilisation qui fait suite à l'annonce de l'ouverture d'un corner Shine permanent dans le magasin parisien.
Et donc, comme je disais, il y a un mouvement de grève prévu aujourd'hui, dans l'après-midi. Donc, l'appel, il a été lancé par l'intersyndicale du grand magasin parisien. Et la mobilisation elle est prévue entre 15 et 18 heures. Et il y a aussi de nombreux magasins qui ont menacé de quitter définitivement le centre commercial. C'est pas vraiment un problème, on est Sérieux. loin. Ouais. J'ai vu un reportage. Non, on l'avait vu en cours de Classe. de cam, ouais. GRI. Le cours de GRI, ouais. La vendeuse, elle vendait ses produits à 45 € et en face, ils vendaient 15 €. Bah ouais. 30 € de différence. Le consommateur moyen, il va aller acheter 5 €. Oui. Bah, est-ce que vous consommez Shine ou pas du tout? Moi, j'ai acheté une fois un pull d'hiver et je suis arrivé, c'était une crêpe le truc. J'avais grave froid et je me suis fait arnaquer. Si jamais. Bah voilà, donc privilégier les commerçants français. Voilà. On verra si la marche chinoise elle arrive à tenir tête à tous ces mouvements de grève et s'ils s'installent pérennement dans l'enceinte. Moi, franchement, j'y crois pas trop. J'espère en tout cas qu'il y aura une mobilisation. Pas, mais Bah déjà que quand ils étaient juste sur internet, ça posait problème aux commerçants, aux petits commerçants. Bah, si là ils s'installent encore plus en vrai chez nous, c'est vraiment dur. Bon, la 5e question, c'est une question où vous allez devoir répondre chacun à votre tour en disant un blaze. Et celui qui a plus de blaze, il a perdu. Donc Emmanuel Macron, là, il détient un nouveau record. Je ne sais pas si vous le connaissez. le Premier ministre. Exactement. C'est le président de la 5e République qui a eu le plus de premiers ministres, donc avec 8 au compteur pendant ces 2 quinquennats. Ouais. Et donc vous allez chacun votre tour. On va commencer par Olivia, je pense, Juste pourquoi cette question revient tous les vendredis. parce que on prépare ça vite fait. C'est l'actualité qui fait ça. Vous allez devoir chacun votre tour un ministre, enfin un premier ministre, pardon, ou une première ministre qui a été Soit Emmanuel Macron. Que Premier ministre. voilà, qui a été fonction non, qui était en fonction pendant Oui, que le Premier ministre. Premier ministre Ok. pendant les quinquennats de Macron. Depuis 2017. Bon, bah, je cite le dernier, Sébastien Lecornu. Ouais, bien vu. Bayrou. Bayrou, c'est bon. Vous avez dit les 2 plus récents. À toi, Clara. J'ai peur de dire les noms en conneries, je crois que je confonds. Franchement, à sa place. Non, vas-y. en vrai, toi, C'est pas grave. Barnier. Barnier, c'est bon, oui, du 21 septembre au 13 décembre 2027. Sur les 2 quinquennats ou que Les 2 quinquennats. 2 quinquennats. Ok. Et Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'était son premier premier ministre. Paulina. Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, ouais. Alors, il en reste 2. En vérité. Ça se regarde. Donc, Léo, déjà, J'ai les 2. t'as les 2? Personne te les a demandé, ça tombe bien. Moi, je pense pas les avoir honnêtement. J'ai vu le coup d'œil. Mais pour pas dire de bêtises, je vais m'arrêter là. Ok, on a vraiment tous Je veux pas finir sur TikTok. Donc je m'arrête. Je vais faire une En tout cas, dans le chat, ils les ont. À toi, Clara. Castex. Castex, c'est bon. Et Gabriel Attal. Gabriel Attal, bien vu, Léo. Bon, vous avez tous les 2 un point. Est-ce qu'on peut, si on le dit dans l'ordre, on a gagné ou pas? Ah, tu veux vraiment Non, Ok, non, ok. non, j'ai assez de points. Là. Bon, c'est nul. Ça. On fait un et un. On fait un et un. Non, moi aussi, Ex aequo. j'ai pas perdu. Alors, il reste. C'est vrai? Comment? Et Attal, je l'avais. T'as pas perdu non plus? Mais un point, Ouais, j'avoue. un point à tout le monde, sauf Théo. Non, j'avais Attal en fait. Je sais, je crois que J'ai pas osé, mais je l'avais. Bon, alors, j'ai une 6e question, si vous voulez. Donc, à l'inverse, quel président a le record du plus petit nombre de premiers ministres? Hollande. Non. Sarkozy. Ah, on peut dire direct? Bah oui. Bah, il a- Je peux pas dire. Sarkozy, c'est gagné. C'est fini. Ouais, Sarkozy. Bah, alors, la question, c'est il a eu combien de premiers ministres, Sarkozy? Ah non. Un, si. Combien? Un, ouais. Et c'était qui? Juppé? Ah non, Juppé. Mais non, mais. Non, c'était pas. Non, c'était sous Chirac. Mais t'es chiant. Je croyais que j'avais gagné 2 fois, moi. Mais t'as un point. Ah, ok. Distribuer des points. Ah, Ça, c'est. Là, ça, c'était c'est une du petite cœur. question. Ouais, exact. Fillon? Ouais, c'est ça. C'était François Fillon. Oh, le duo. Bon, Léo, tu as écrasé la concurrence. Le Master Quiz, là, c'est dans la box. Bravo à toi. C'est où? Il y a Ikea Clo-Clo qui est très content que tu aies un point, Clara. Ikea Clo-Clo, Un grand fan. Une grande fan. Alors, il reste 5 minutes. Luc, tu m'avais dit que tu avais un petit jeu au cas où. avec grand plaisir. Ah, trop la fake news. Énorme. Jeu de journaliste, ça, finalement. Mon activité était C'est pas forcément des sujets d'actu, c'est des faits comme ça. Ok. Bah, en vrai, tu peux venir. Vas-y, viens à ma place. Fais le présentateur. Ton admirateur y a écrit. Ton admirateur secret. C'est génial. Ah, c'est un peu gênant. Super C'est chaud. Et on va le ban après du chat. N'importe quoi. Ça fait un viewer en plus. Oula, Luc, casse pas le studio. Tu es de ses fonctions pour de bon. Top.
Alors, Je préfère ce présentateur-là. bah, tu le dis que sur la région. Alors, première question, c'est sur les animaux marins. Ouais. Bon. Alors, première. À la quatrième, vous levez la main et je suis le plus rapide de dire. Alors, Attends, il y en a une de fake news. Ouais, une de fake news parmi les quatre réponses. et dès qu'on trouve la fake news, Non, la quatrième. Ouais, à la quatrième, Ok, dès qu'un ok. tape ou un train de ça. Je dis au hasard. Alors, 1. Les dauphins dorment avec un œil ouvert. 2. Les méduses n'ont ni cerveau ni cœur. 3. Le poulpe a 3 cœurs. 4. Les baleines peuvent respirer sous l'eau grâce à leurs branchies. c'est le 1. Les méduses. Le 1. Ah. Le 1, c'est le mauvais. Ouais, non, le 1. Ah, Ok. je dis la 2. Non, la 2, je crois. C'est la 4. Ok, allez. Les baleines peuvent respirer sous l'eau grâce à leurs branchies. Non, elles n'ont pas de branchies. Oui. C'est des mammifères. Du coup, elles respirent de l'air par un souffle, pas avec des branchies. Bon, pas grave. 0 point pour tout le monde. Super. Maintenant, thème sur l'espace. Oh, 1. Une journée sur Vénus est plus longue qu'une année sur Vénus. Oh, non, pardon. Il y a un problème. Sur Mars. Il pleut du diamant sur Neptune et Uranus. 3. Le Soleil est une planète géante composée principalement d'hélium. 4. Il existe des étoiles plus grandes que le Soleil de plusieurs centaines de fois. C'est la 2. Le faux, la fausse, c'est la 3. Non, C'est la 2. ah non, Attendez. attends. Léo quoi? Attends, la première, c'était Vénus. Journée sur Vénus. Ça, c'est bon. 2. Il pleut du diamant sur Neptune. C'est la 2, c'est la faux. Ouais, Non, mais je l'ai dit en Ouais, c'est aussi. 3. Le Soleil est une planète géante composée Ah principalement. non, la 3, d'hélium. voilà, c'est la 3, c'est ce que je te disais. C'est la 3. Parce que le Soleil n'est pas une planète, c'est une étoile. Oh là là. Ah, Oui, ça change tout. Ça, je me sur ça. Bah oui. Du coup, j'ai encore gagné, ouais. Oui, ouais. Oh non, t'as 1 point. J'ai un point. Il a 8 points. on n'est pas obligé de compter les points. Non, mais on joue pour ça. Et la dernière, sur le thème du cinéma, bon, celle-là, Ça, c'est- celle-là, elle est un peu complexe. Pour moi. Le premier film en couleur date de 1902. 2. Les Oscars existent depuis 1929. 3. Le film Avatar est encore aujourd'hui le plus rentable de l'histoire du cinéma. 4. Le mot Hollywood vient du réalisateur américain du 19e siècle. La 3, la 3, c'est la fausse. Tu peux répéter? Non, c'est la 3, c'est bonne Avatar. Attends. Le film Avatar est encore aujourd'hui le plus rentable de l'histoire du cinéma. Et la 2, La 3, c'est Ouais, la je dis la 3. La 2, c'est les Oscars existent depuis 1929. Et la 4, le mot Hollywood vient du nom d'un réalisateur américain du 19e siècle. Ouais, La c'est la 3, 1. La 3, c'est la fausse. Moi, je dis comme Léo. Avatar. C'est la 4. C'est la 4. Mais Parce que Hollywood vient d'un nom de quartier à Los Angeles, Avatar, choisi c'est- par un couple de Mais oui, je crois que pionniers c'était en plus 87. Avatar. C'est rentable. Avatar, je crois que Oui, ça- c'est plus le plus rentable parce que je sais plus le nom du film, mais dans les années 2010, c'est un film qui a coûté genre 50 000 $ à faire. Oui, ça a Et été ils ont coupé. multiplié par 100 ou par 10 Mais sur les grosses productions, oui, c'est toujours le plus rentable. Mais sur les petites productions, c'est devenu un autre film. Du coup, en fait, la 4, j'ai même pas écouté. C'est quoi? C'était que Hollywood vient d'un nom de quartier à Los Angeles, Ah. choisi par un couple de pionniers en 80. Ah non, parce qu'à la base, 1980. à la base, c'était Hollywood Land et après, c'était Hollywood. Mais Luc, là, c'est quoi le site que tu utilises? C'est un gros de trouveur d'idées. T'inquiète pas, les infos ont été vérifiées. Ok. Bref, du coup, c'est la fin pour cette soirée d'infos. J'espère qu'elle vous a plu malgré Super les petits bugs. Et je finis avec 8 points, si j'ai bien compté. Non, mais Moi, c'est Bon, Léo Master Quiz, on va se laisser là-dessus. Et du coup, on vous dit une bonne soirée à vous. bonne soirée. Bonne soirée.